Ça devait être effectivement un enterrement vie de garçon, mais ça s'est terminé en enterrement tout court. Si on étudie un peu le mode d'emploi de son cerveau, c'est une machine qui retient plus le négatif que le positif. Si vraisemblablement nous allons disparaître, ça va être aussi à cause de Bob. Si nous sommes nombreux à avoir compris que c'était notre cerveau qui dirigeait beaucoup de choses dans nos vies, nous sommes nombreux à nous demander pourquoi nous n'avons pas été livrés avec un mode d'emploi, une notice. Et j'ai invité pour vous ce soir une personne qui a compris et même écrit ce manuel. Il va nous l'expliquer. Il s'appelle Ludovic Savariello et il est notre invité ce soir. Bonsoir Ludo. Bonsoir, ça va? Comment tu vas? Très bien et toi? Fournisseur officiel de bonheur. Est-ce qu'un fournisseur officiel de bonheur est toujours heureux? Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'un fournisseur officiel de bonheur est toujours heureux? En tout cas, il essaye le maximum d'être heureux au quotidien, quoi. Voilà. Mode d'emploi, je l'ai dit, donc c'est ce livre aux éditions Robert Laffont, Votre cerveau fournisseur officiel de bonheur. Il y a aussi un spectacle que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière, qui est excellent aussi, qui permet de vulgariser, c'est vrai, cet organe qu'on connaît peu, qui est très complexe et qui finalement dirige à peu près tout ce qui se passe dans nos vies. Il dirige tout, en fait. C'est le patron de nos vies, hein. Toutes les pensées, tous nos choix, toutes nos décisions, notre état d'esprit, pessimiste, optimiste, stressé, pas stressé, tout ça, c'est lui. C'est quoi le danger de ne pas le connaître finalement? Le danger, c'est de, en fait, je le dis très vulgairement, mais en fait, c'est comme si on a la meilleure machine entre les oreilles et on n'a pas de mode d'emploi. Donc, en fait, mal l'utiliser, c'est en fait l'amener à bugger. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les troubles dont on souffre aujourd'hui au quotidien sont souvent dus en majeure partie à ces bugs. Et pour éviter de faire bugger, il suffit déjà de base, de savoir comment il fonctionne pour bien l'utiliser, quoi. On va essayer d'expliquer, parce que c'est ce que tu fais dans le livre, hein, de donner vraiment des... C'est parfois très scientifique, en même temps très pédagogique, hein, c'est accessible à tous. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on comprenne pourquoi tu as fait ce livre. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ton cerveau d'abord? Ça vient d'un bug et d'un accident quelques années plus tard qui finalement te dit, là, il faut que je m'en sorte, parce que sinon... Oui, en fait, je me suis retrouvé, j'ai eu un accident grave, je me suis retrouvé 1 an dans un lit. J'ai dû faire 2 ans de rééducation pour apprendre à marcher, 1 an de chaise roulante. Et dans le lit, en fait, on m'a dit, quand j'étais allongé dans ce lit chez moi, on m'a dit, mais monsieur, vous avez 1 an pour attendre, il va falloir attendre 1 an pour remarcher. Il fallait s'occuper, quoi. Ouais, il fallait s'occuper. C'est surtout que là, à partir de ce moment-là, j'ai une aide à domicile qui est arrivée le 2e jour et puis a essayé de bouger le lit médicalisé. Et puis elle me dit, mais c'est quoi ce truc-là? On dirait un vaisseau spatial, ce machin. Et vous n'avez pas une notice? Parce que Marseille, donc elle a le bon accent. Et vous n'avez pas une notice qui va avec? Et j'ai dit, non, j'ai pas de notice. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. On a des notices pour tout, sauf pour la machine qui contrôle toute notre vie, quoi. Et là, ça m'a fait vraiment tilt, quoi. Et quand je me suis retrouvé donc, dans ce lit-là, je me suis dit, mais bon, il va falloir quand même que j'essaye de trouver quelque chose. Et ça m'a replongé quand j'étais ado, à 14 ans, où j'ai réalisé que j'avais rencontré quelqu'un qui avait vraiment marqué ma vie. Il s'appelait Jacques Mayol. Ça a été le premier être humain à descendre à plus de 100 mètres en apnée. C'est lui qui a inspiré le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Et lui m'avait toujours dit que tout se passait là-dedans. Et en fait, ce bonhomme-là, il a prouvé aux scientifiques du monde entier qui disaient que c'était impossible que l'être humain aille à plus de 50 mètres de profondeur. Au-delà de cette profondeur, les poumons allaient imploser à cause de la pression. Mais lui, il est allé à 100 mètres. Et donc, c'est la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit finalement, tout se passe là-dedans. Et c'est la première personne finalement qui m'a montré que on pouvait transformer l'impossible en possible grâce à son cerveau. Et quand je me suis retrouvé du coup dans ce lit à me dire, mais attends, 1, il n'y a pas de notice d'utilisation de son cerveau, 2, je me rappelle de Jacques qui me disait que en fait tout se passe là-dedans, il n'y aurait pas une solution pour marcher plus vite, quoi, parce que c'était ça en fait le vrai sujet, quoi. Voilà. Et tout part en fait d'un événement aussi de ta vie que tu avais mis un petit peu de côté. Finalement, on aurait pu en faire un film, ça aurait pu s'appeler Very Bad Trip, mais pour le coup, c'était vraiment le bad trip. Et ça n'a rien à voir avec le mariage qui était censé suivre cet événement. Non, c'était avant le mariage justement. En fait, quand j'étais allongé dans mon lit, effectivement, 1, j'ai pris conscience qu'il fallait que que je trouve un mode d'emploi de mon cerveau. 2, j'ai compris que finalement, grâce au cerveau, on pouvait transformer l'impossible en possible. Et 3, en étant resté longtemps allongé dans un lit, j'ai pris le temps de cogiter. Et là, je me suis posé une question simple, c'est à partir de quand ta vie a commencé à merder, quoi. Et en fait, à partir de quand ta vie a commencé à merder, ça veut dire aussi à partir de quand ton cerveau a commencé à dérailler, quoi. Parce que, encore une fois, le cerveau, c'est le patron qui dirige tout, quoi. Donc là, je suis revenu 9 ans plus tôt.
Et en fait, je suis revenu effectivement le jour de mon enterrement de vie de garçon, où ça devait être effectivement un enterrement de vie de garçon, mais ça s'est terminé en enterrement tout court, parce que mon meilleur ami, qui était le témoin de mon mariage, est mort dans mes bras le jour de mon enterrement de vie de garçon. Voilà. Donc, à partir de là, effectivement, mon cerveau, il a complètement bugué, il a complètement déraillé, il a été incapable de gérer en fait ce trauma. C'est pour ça que je parle de bug, parce que normalement, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, et c'est ce qu'on appelle, ce qui s'appelle notamment la résilience, le cerveau a cette capacité de finalement baisser la valeur émotionnelle de l'événement, de la crise qu'on traverse, sauf que des fois, il ne peut pas. Et moi, très concrètement, à partir de là, j'ai bugué. Alors, ça veut dire quoi, bugger? Ça veut dire qu'il y a des conséquences concrètes dans le quotidien. Les conséquences concrètes, elles étaient très simples. C'est que, tout ce qui pouvait me faire penser de près ou de loin à un problème de respiration, parce qu'il est mort d'une noyade, ça me faisait peur. Donc j'avais mon fils qui toussait, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'étais glacé. Voilà. Donc le cerveau n'avait pas analysé ce truc-là, quoi. Et comment on explique qu'on ne l'apprenne pas, en fait? Comment on explique qu'on attend ce livre, ce mode d'emploi, et qu'avant, quand on va à l'école, quand on voit son médecin, à aucun moment on nous dit comment gérer ce genre de situation, ces traumatismes qui, s'ils ne sont pas pris au sérieux dès le départ, peuvent se transformer en tsunami après. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des progrès, mais on est quand même, à mon avis, dans une époque où il y a deux phénomènes qui viennent se cumuler. Le premier, c'est qu'on connaît énormément de choses sur le fonctionnement du cerveau, depuis déjà quelques années. On arrive, et ça continue, mais grâce notamment à certaines technologies qui n'existaient pas il y a quelques années. IRM par exemple. Fonctionnel, donc c'est-à-dire qu'on arrive à voir le cerveau qui fonctionne en temps réel. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième, c'est qu'on est en train finalement de prendre conscience aussi que grâce à ce fonctionnement-là, on peut-être aussi en avoir besoin de comprendre comment il fonctionne pour essayer de faire en sorte qu'il fonctionne de mieux. Donc je pense que c'est un peu une croisée des chemins, on arrive au bon moment. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir ce genre de discussion il y a 10 ans déjà, parce que c'était peut-être encore trop tôt. Et en plus, troisième événement, un contexte, c'est qu'il y a quand même globalement aujourd'hui, pour beaucoup de gens, un vrai problème de santé mentale. Alors, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus aussi? Alors, il y en a forcément plus puisque ça a été mesuré, notamment on en a parlé des suites après Covid. On a des tranches d'âge aujourd'hui qui sont beaucoup plus touchées que ce que c'était avant Covid, notamment on parle des étudiants et des adolescents. Mais vraiment aujourd'hui, toutes les tranches d'âge sont touchées par cette problématique-là. Et alors oui, c'est vrai que c'est plus suivi, mais on a quand même vécu, et c'est ça aussi que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire que quelles que soient les crises que l'on traverse, moi je donne l'exemple de la mienne, une crise personnelle, mais on peut passer aussi des crises collectives, et là, pour le coup, le Covid et la pandémie de Covid, ça a été une crise collective, et bien que ce soit une crise personnelle ou une crise collective, ça va influencer le fonctionnement de notre cerveau, et ça peut, en fonction de cette crise-là, le faire bugger. Et c'est ce qu'on a vu pendant les périodes de confinement. Vous avez des gens qui étaient vraiment pas bien parce que on a changé complètement d'environnement. Et ça, le cerveau, il est très sensible à notre environnement. La façon dont on vit, ça impacte directement sur sa façon de fonctionner et donc sur notre bien-être. D'autant plus aujourd'hui, quand on a une guerre en Europe, quand on a un conflit israélo-palestinien qui revient en force avec des possibilités d'attentats et une actualité qui est quand même assez moribonde, et puis aussi des médias qui font le choix de ne parler plus que de ça et de ne plus parler des choses positives qu'on pourrait. Ça a une influence directe sur notre cerveau, d'autant plus aujourd'hui, il est important de s'en prémunir. Oui, alors et en plus, d'autant plus que naturellement, si on étudie un peu le mode d'emploi de son cerveau, c'est une machine qui retient plus le négatif que le positif, de base. Et ça, déjà, si on ne sait pas, on ne nous le dit pas. Et pourquoi? Parce que c'est un moyen de se mettre en sécurité? À la base, il y a plusieurs millions d'années, c'était un moyen de survie. C'est-à-dire que les gens qui sortaient des grottes et qui disaient attention, derrière, il y a peut-être un tigre derrière le fourré là, qui peut nous bouffer, ils étaient encore vivants. Ceux qui sortaient et qui disaient non, il n'y a rien derrière le fourré, ils se faisaient bouffer. Donc finalement, in fine, au fur et à mesure des générations, il ne reste que ceux qui, de base, avaient un cerveau qui pouvait penser au pire pour éviter de se faire bouffer. C'était un principe de survie. Aujourd'hui, c'est un chiffre, mais c'est pour vraiment marquer les esprits. Il faut une mauvaise nouvelle et doit être compensée par 5 bonnes nouvelles. Donc un peu comme les avis Google pour les étoiles. Exactement. Il faut une dizaine de 5 étoiles pour en renverser exactement. Et donc, une étoile. Pourquoi donc, de base, le cerveau retient plus le négatif que le positif. Donc forcément, ce qui va attirer plus l'attention, et les médias le savent, c'est plutôt des informations négatives que positives. Donc non seulement c'est son mode de fonctionnement, mais si en plus de ça, on l'entretient, forcément c'est compliqué après au quotidien de voir autre chose que ce qu'on peut bien nous présenter, qui est
ce sont des faits et c'est triste et c'est dur à voir parce qu'effectivement, il se passe de vrais sujets en ce moment sur notre planète. Le truc, c'est que derrière, notre cerveau, lui, l'amplifie et il est dans une boucle dans laquelle il ne voit finalement plus que ça. Et on parlera du coup de la planète aussi tout à l'heure, Ouais. et notamment du climat et de la problématique qu'on a de recevoir ce genre d'informations, mais ce sera dans le happening Ouais. à la fin de l'émission. Si on revient sur ce livre, on découvre aussi que la société, elle a un impact extrêmement important sur nous. Je pense par exemple aux gens qui refusent aujourd'hui de faire des enfants de peur qu'ils ne vont pas y arriver parce que les enjeux sont trop complexes. On se rend compte, et tu le dis très bien, toi tu as des enfants, tu leur as jamais appris qu'il y avait des métiers pour les femmes et pour les hommes, et bien que ton éducation ait été bonne sur ce point-là, tu t'es laissé surprendre. Oui, Ton oui. fils avait 17 ou 19 ans, je crois, au moment où ça Oui, t'a surpris. on était sur une aire d'autoroute et puis on voit un semi-remorque partir. Il y avait une dame qui conduisait à l'intérieur. Elle me dit oh, mais c'est une femme qui conduit. Je dis bah, quoi, c'est quoi le problème? Ah, mais c'est pas possible. Je dis bah, si, regarde, il y en a une, elle est dans le voilà. Ouais. Et j'étais surpris parce chez nous, on n'a jamais eu le moindre mot là-dessus. Mais bon, après, chez nous, dans notre cellule familiale, c'est une chose. Mais après, tout ce qui est véhiculé de façon consciente ou inconsciente à travers les médias, à travers les dessins animés, à travers ce qu'on peut des fois imposer à des enfants, même à l'école. Lorsqu'ils sont petits, on a plus tendance à un garçon de dire bah non, elle pleure pas, t'es un grand. Une fille, on va dire bah, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, Exprime tes émotions. exprime tes émotions. Et donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui, mis bout à bout, font que, in fine, il y a quand même encore une distinction. Aujourd'hui, dans les études scientifiques, c'est pas un scoop, il y a quand même encore une pénurie de femmes dans les études scientifiques. On a entre 28 et 30% de représentation de femmes dans les études scientifiques. Je suis de formation ingénieur. À l'époque, quand j'étais en école d'ingénieur, oui, on n'était pas 30%, il n'y avait pas 30% de filles, on était plutôt dans du 10%. Quoi, voilà. Et voilà, donc effectivement, après, on arrive à ce genre de situation. Et c'est de bien croyances limitantes qui... et c'est des croyances, et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors après, d'en prendre conscience aussi, alors, pour continuer sur l'exemple du camion, je lui dis non mais c'est quoi qui te fait dire qu'elle n'est pas capable? Il me dit non, j'ai rien à dire, mais ça me fait drôle. J'ai dit ouais, ok, prends conscience que ça te fait drôle et essaie de voir maintenant quel est justement le côté normal de la situation et de l'intégrer comme quelque chose de normal. En fait, il faut des fois prendre le contrôle des automatismes que l'on nous sert et que notre cerveau nous sert en disant non, ça j'en veux pas. Parce que c'est la facilité, le cerveau il est un peu paresseux aussi, il a tendance à prendre des facilités. Alors oui, ces facilités-là, oui, parce que déjà, de base, qui dit facilité dit économie d'énergie, pour faire simple. Le cerveau, c'est quand même un organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps, c'est 20 à 30% d'énergie globale du corps. Pourquoi? Parce que quand il y a 100 milliards de neurones et que les neurones communiquent avec, en balançant des signaux électriques à plus de 400 km/h, on peut imaginer qu'il a besoin d'énergie. Donc, de base, c'est un organe qui va tout faire pour essayer d'économiser de l'énergie. Et puis même d'être aussi performant aussi rapidement. Et donc, notamment, dans ce mode de fonctionnement-là, il prend des raccourcis. Et ces raccourcis, dans sa façon d'interpréter le monde, c'est ce que je marque c'est ce que j'écris dans le livre, il y en a 3 gros. C'est il a tendance à généraliser, c'est-à-dire que là, plein d'exemples aujourd'hui. Ce qu'utilisent aussi un peu les partis populistes et puis certains bien sûr, médias aussi. De base, bien sûr. Et puis même une étude scientifique aujourd'hui prise en exemple alors qu'il y a eu en fait 10 patients qui ont été testés. On dit bah ouais, ça marche pour... ça c'est de la généralisation. Quoi. Voilà. Et les exemples que tu viens de citer aussi. Donc ça, c'est première chose. De base, comme le monde est complexe, le cerveau il simplifie pour aller plus vite et surtout pour en limiter sa compréhension aussi, c'est je généralise. Deuxième chose, deuxième raccourci, il peut supprimer complètement. Il y a des infos qui suppriment complètement. Je donne l'exemple, moi en particulier, dans ma vie où j'ai eu un burn-out, à l'époque où j'étais dirigeant d'entreprise. Toutes les informations qui étaient relatives à ma fatigue, à mon corps et au fait que je me sentais mal, poubelle. Alors que c'était peut-être les plus importantes. Ah ben bien sûr, et c'était totalement supprimé. Quoi. Et troisième chose, il y a ce qu'on appelle la distorsion. Distorsion, c'est tu racontes une histoire à quelqu'un, qui la raconte à une autre, et ainsi de suite, et tu arrives à la 30e personne et tu refais expliquer l'histoire, et c'est plus du tout la même, c'est de la distorsion. Bon, de base, le cerveau, il généralise, il fait de la distorsion, et il peut aussi carrément supprimer. On mélange un peu tout ça, un peu comme des couleurs, hein, tu sais, les couleurs primaires de l'arc-en-ciel, tu mélanges les trois, et ça donne plein de tonalités de raccourcis qu'on appelle des biais cognitifs. Alors c'est quoi un biais cognitif? C'est un raccourci. C'est un raccourci qui va servir en fait le cerveau
cerveau pour aller plus vite. Mais qui peut parfois nous poser problème. Mais qui nous pose tous les jours des problèmes. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, globalement, un des experts des biais cognitifs qui a travaillé pendant des années dessus, s'appelle Daniel Kahneman, et bien lui disait qu'il y a environ 200 biais cognitifs et que 70 sont utilisés dans la journée et qu'il y a à peu près une vingtaine qui, dans l'entreprise, font perdre des millions d'euros chaque jour. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui ont été prises, dans ces biais cognitifs, on est soumis à ces biais cognitifs tous les jours, même si on ne veut pas, on est soumis. Parce qu'en fait, très concrètement, c'est comme si finalement, il y a une partie du cerveau qui fabrique des réponses et des solutions toutes faites pour que l'autre partie du cerveau puisse en bénéficier. Donc il y a une forme de rapidité. Mais ces biais cognitifs, c'est un peu comme si on balance une pièce et on se la joue à pile ou face pour prendre des décisions. Et une fois qu'il y a pile ou il y a face, ensuite le cerveau va trouver les bonnes hypothèses pour prouver que finalement pile ou face était la bonne option. Donc en fait, très concrètement, ça a des conséquences. Une conséquence que tout le monde peut comprendre, c'est Challenger, qui le 26 janvier 1986 a décollé et qui au bout de 73 secondes a explosé. Alors on se dit, où est le rapport entre une navette qui décolle et qui explose et un biais cognitif? Mais c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans la conception des joints qui rendaient étanches les boosters, donc qui ont les gros propulseurs qui permettent à la navette de décoller, de s'extraire de la gravité de la planète, eh bien, il y avait des gros joints qu'on appelle les joints toriques, donc des gros joints tout autour, là, et ces joints-là, de base, parce qu'il y avait une pression importante, il y avait une légère fuite. Mais les essais qui avaient été faits plusieurs fois avaient confirmé, et l'ensemble des ingénieurs qui avaient conçu ces joints-là, biais de confirmation, c'est-à-dire il y en a un qui dit que ça va marcher, bon ça va, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ça en devient une vérité. Et le 6e, il se dit, ouais, il y a les 5 qui ont dit que ça marchait, moi je vais dire pareil. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est on prend un raccourci rapide et on se dit, bon, ça va marcher, d'accord? Et bien ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le jour où ça a décollé, ça n'a pas marché, et ça fait une navette qui a explosé et des morts forcément à l'intérieur. Voilà. Le cerveau aussi nous piège. Et là, je pense que tout le monde l'a déjà vécu, de façon même peut-être récurrente. Quand on regarde par exemple une série sur Netflix ou autre, on a beau se dire, bon après cet épisode-là, j'arrête parce que demain je travaille et sinon je vais m'en vouloir. Quand l'épisode s'arrête, on en regarde un autre. Ouais, c'est bien fait les choses. En tout cas, Netflix se débrouille bien pour ça. Ben oui, parce qu'en fait, il faut savoir que quand même tous ces gens-là, enfin tous ces gens qui créent en fait du contenu pour qu'on puisse ensuite en consommer, en fait, le vrai business model, c'est capter notre attention. C'est pas la perdre. Voilà, donc garder. Donc en fait, on va dire la vraie conquête aujourd'hui pour tous ces gens-là, c'est d'augmenter le tas d'attention, de concentration qu'on peut avoir sur leurs médias, tout simplement. Et il faut savoir qu'il y a des cours là-dessus, ce qu'on appelle des cours de captologie, et les premiers cours de captologie, c'est-à-dire comment capter l'attention, donc en fait, comment capter l'attention du cerveau, encore une fois, le patron qui maîtrise tout de notre vie, eh bien, ces cours de captologie, les premiers, ils ont eu lieu à l'université de Stanford, aux États-Unis. Et dans la conception des réseaux sociaux, ce sont des ingénieurs qui ont tous fait ces cours de captologie, notamment à Stanford. Et même chose pour Netflix. Et le principe, il est très simple, c'est que on veut capter l'attention et la garder. Donc, on produit du plaisir, un kiff. Le cerveau, il aime bien ça, d'accord? Donc, on sait comment produire du plaisir. Ça va sécréter l'hormone. Exactement. Donc, le cerveau va commencer à kiffer, en fait. Mais le truc, c'est que quand c'est fini, il en a encore de nouveaux besoins. Et donc, il faut lui donner l'espoir que juste après, il va y avoir encore un kiff. C'est pour ça qu'à la fin d'un épisode, il y a déjà tout de suite, on sert tout de suite le suivant. Mais si on ne sait pas comment fonctionne son cerveau, si on n'a pas le mode d'emploi, et surtout qu'on ne connaît pas les conséquences que ça peut avoir, parce que se dire, bon, bah, allez, je vais me mater, je sais pas moi, 12, une série, je me fais la série complète là, cette nuit, en soi, soit, ok, très bien, bon, à la rigueur, le lendemain matin, je serai plus fatigué. Mais ça a de vraies conséquences sur notre santé psychique, notre santé mentale, et sur des choses qui sont quotidiennes, c'est-à-dire notre fatigue, notre état de concentration, la façon dont on voit les choses, et ainsi de suite. Donc ça a de vraies conséquences, parce que c'est finalement comme une addiction. Et si on le vit mal, la solution, elle est dans ce livre. Donc, on peut évidemment donner l'idée à tout le monde de se le procurer rapidement. Et pour ceux qui ne sont pas très lecture, il y a aussi un spectacle qui s'appelle aussi Fournisseur officiel de bonheur. Moi, j'ai eu la chance de le voir. C'est très pédagogique, c'est drôle. Pourquoi monter sur scène en plus de ce livre? Alors, dans la chronologie, ça s'est fait... C'était le spectacle d'abord. C'était le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'ai fait ce manuel d'utilisation
du cerveau, je l'ai fait pour moi à la base. Pour moi, c'était sortir de mon lit, hein. L'objectif, c'était de remarcher plus tôt, hein. C'était des trucs bêtes et méchants, quoi, hein. On m'a dit, vous restez 1 an dans un lit, monsieur. Donc moi, je voulais marcher plus tôt. Et donc, je me suis posé la question de savoir si donc, un manuel existait, et il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver des techniques qui vont me permettre, comme ce que faisait Jacques Mayol pour aller à 100 mètres, mais moi, je ne veux pas aller à 100 mètres, je veux juste marcher plus tôt, c'est tout, quoi. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui existait. Je l'ai fait pour moi. Et puis, une fois que je l'ai fait pour moi, j'ai vu que ça marchait, parce que c'est première chose, c'est j'ai constaté que ça marchait. Du coup, j'ai dit, je vais essayer d'en faire profiter mes amis. C'est toujours la même chose. On le fait pour soi-même. Après, il y a le premier cercle, c'est les amis. Et ça a marché aussi. Et là, je me suis dit, je trouve ça passionnant, parce que finalement, lorsqu'on sait comment fonctionne son cerveau, lorsqu'on sait comment faire pour éviter qu'il bug, lorsqu'on sait comment faire pour aménager son environnement, parce que son environnement est impactant sur le fonctionnement de notre cerveau. Quand on sait tout ça, ça change une vie. C'est le premier jour du reste de la vie, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est passionnant, donc je vais arrêter, parce que j'ai fait pendant 20 ans, j'étais entrepreneur, donc j'ai créé plusieurs sociétés, et j'ai pris la décision d'arrêter, et de finalement me consacrer qu'à ça, c'est-à-dire accompagner les personnes pour faire en sorte qu'elles découvrent leur propre manuel d'utilisation de leur cerveau et puis donc leur potentiel. Donc j'ai commencé à travailler avec les sportifs de haut niveau, avec certains artistes, avec des chefs d'entreprise bien entendu, mais je me suis dit c'est pas suffisant parce que c'est très bien, mais c'est quand même un rapport personnel, c'est-à-dire individuel. Et je voulais le pouvoir en faire profiter au plus grand nombre. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé pendant le confinement à écrire, au départ, effectivement, quelque chose qui ressemblait à un spectacle. Je ne savais pas trop comment le nommer, parce que, en fait, c'était entre le one-man show, parce que je raconte ma vie, et la séance de psy en même temps. Et la séance de psy, donc je me suis dit, on va l'appeler psy show. J'ai inventé le mot, c'est un psy show. Et c'est donc moins cher qu'une séance de psy, hein, mais voilà. Et le fait est, c'est que à la base, je voulais pas le jouer. Ce spectacle-là, et je suis allé voir une amie qui s'appelle Lisa Zuelos, qui est la réalisatrice de LOL notamment, et Lisa, je lui montre, elle me dit non mais Ludo, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de jouer, c'est ta vie, puis en plus dans le spectacle, les gens font des tests, ils font des expériences sur la relaxation, ils essayent de découvrir des choses comme la joie à l'intérieur d'eux pour la faire ressortir, ainsi de suite, donc tu peux pas. Donc je me suis lancé dans ce truc-là, je me suis dit là c'est quand même une façon de l'ouvrir au plus grand nombre. Et à la fin du spectacle, les gens me disent, mais votre spectacle c'est super, ça remet en question plein de choses, mais on voudrait une suite. Et en fait, à force d'entendre ça, je me suis dit, la suite, je vais essayer de le faire avec un livre pour, encore une fois, toujours le même objectif, c'est diffuser au plus grand nombre. Et donc le livre, il est arrivé effectivement à la suite du spectacle. Et donc le spectacle, on peut le voir un petit peu partout en France. Oui. Les prochaines dates, je crois qu'il y a Le Mans notamment. Oui, j'aime bien Le Mans, donc c'est pour ça que je sais toujours Le Mans quand c'est dedans. Alors juste avant, il y a Lyon, 19 avril. Le Mans, ça sera le 11 mai et à Auray le 25 mai. Puis après, j'ai des dates aussi en juin et en septembre. Et on met évidemment le lien du site internet où on peut retrouver toutes les dates de ce spectacle fournisseur officiel de bonheur. Ce livre aussi, je le rappelle, Robert Laffont, il est disponible depuis mercredi dernier, donc on peut déjà se le procurer. C'est pas la fin de l'émission, c'est juste la fin de la première partie. Il y a une courte pause de 5 secondes que vous pouvez switcher en plus, donc restez avec nous. Et juste après, on va faire une petite météo. Alors on va parler du climat, mais c'est pas la météo du ciel, c'est la météo évidemment de notre cerveau. À tout de suite. De retour dans le Late, toujours avec Ludovic et le plateau de la météo. Eh oui. Qu'on a un petit peu adapté. C'est pas la carte de la France, c'est la carte du cerveau. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne. On va pas parler vraiment de climat, mais tout de même, comment on explique qu'un sujet comme celui de la planète et de son état nous intéresse si peu et où c'est si difficile à nous faire comprendre l'enjeu et la difficulté qui va arriver à l'espèce humaine. En fait, le truc est très simple, c'est que partie gauche, ici, du cerveau, c'est Einstein. Einstein, lui, calcule, il analyse, il réfléchit comme un expert comptable. Bref. Ensuite, à droite, c'est la partie émotionnelle pilotée par Bob. Et Bob, il préfère toute la journée profiter de l'instant présent. Et finalement, il y a un duel entre Einstein et Bob. En fait, c'est très simple. Ce duel, il s'est arrêté à peu près à l'époque préhistorique, lorsque c'est Bob qui a pris le dessus sur Einstein, en tout cas en ce qui concerne les décisions de survie. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était beaucoup plus efficace et rapide de compter sur la rapidité de Bob à avoir peur d'un tigre qui voulait le bouffer sans sauce tartare que d'attendre la fin des calculs d'Einstein. Du coup, si nous sommes tous vivants encore aujourd'hui, c'est grâce à la partie émotionnelle pilotée par Bob, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître,
si vraisemblablement nous allons disparaître, ça va être aussi à cause de Bob. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le danger, c'est plus un tigre qui fonce droit sur nous pour nous bouffer. Non, le danger, eh bien, il se sent, il se voit encore difficilement. Et c'est ça le problème pour Bob. C'est qu'aujourd'hui, notre cerveau n'est pas prêt pour agir maintenant sur des problèmes qui vont nous faire disparaître dans plusieurs générations. Mais il existe quand même une solution. Et c'est laquelle? Eh ben, la solution, c'est qu'en fait, toutes les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique doivent parler à la fois à Bob et à Einstein en même temps. Alors pour Einstein, c'est très simple. Lui, il lui faut suffisamment de données pour prouver que c'est plausible. Et ça, c'est tout ce qu'on entend, on voit tous les jours à la télé, à la radio, dans les réseaux sociaux, sur le rapport du GIEC. Mais, et c'est là le problème, il faut transformer cette information pour Bob. Parce que Bob, lui, eh bien, lui, il aime bien les histoires. Et il faut lui raconter donc une histoire. Mais alors attention, hein, une histoire qui le concerne. Une histoire qui le motive à changer maintenant et pas dans plusieurs générations. Et en fait, il faut que très concrètement, les histoires qu'on lui raconte le motivent à changer maintenant et lui fassent un électrochoc. De cette façon, si en fait toutes les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique parlent à Bob et à Einstein en même temps, et ensuite, il suffit de choisir des batailles suffisamment grandes pour compter et suffisamment petites pour être gagnées. Très bien. L'individualisme aussi de l'humanité, il peut aussi expliquer ce phénomène. Ce qui va arriver à la planète, finalement, c'est pas l'humain d'aujourd'hui qui va le voir. Exactement. Et Bob peut être tenté de dire moi je m'en fous, ça me concerne pas, un jour ça m'arrivera, et ben ce sera pas moi. Eh bien c'est justement ce mode de fonctionnement là dont il faut prendre conscience pour pouvoir justement faire en sorte que à la fois Bob puisse changer, mais aussi que Einstein aide Bob à changer. En fait, il faut que les deux fassent un duo. Et bien tout ça, c'est ce qu'on peut découvrir et dans le livre et dans le spectacle, encore une fois. Pour conclure, je rappelle aussi qu'on peut retrouver les dates du spectacle évidemment sur Internet. Pour conclure, quel est le message que tu aimerais adresser aux gens qui nous regardent et qui peut-être se posent des questions sur le sens de leur vie aujourd'hui et sur le mode d'emploi de leur cerveau? En fait, le sens de notre vie, ça peut être quelque chose pris de façon très philosophique, mais il faut surtout prendre conscience que c'est le moteur de fonctionnement de votre cerveau. En fait, il y a une toute petite partie de votre cerveau qui n'est pas plus grosse qu'un noyau d'abricot qui, toute la journée, cherche du sens à votre vie. Et au départ, on pensait que ce noyau d'abricot, ce cortex singulaire, exactement, eh bien, en fait, cherchait du sens uniquement dans notre quotidien. Mais à force de l'observer, en fait, on s'est aperçu que ce noyau d'abricot, ce cortex singulaire, eh bien, cherchait du sens dans des choses qui étaient beaucoup plus profondes. Et donc, votre cerveau va pouvoir vous remettre en question totalement votre vie personnelle ou professionnelle s'il n'y a pas de sens dans votre vie. Et donc, le bon sens, à la base, il est là-dedans. Merci beaucoup Ludo. Merci.